Bonjour, je suis Séverine Olivier et je vous souhaite la bienvenue dans cette minute pédagogique consacrée au spectacle Le Passé de Julien Gosselin. Dans cette émission, je vous parlerai dans un premier temps du metteur en scène, Julien Gosselin, et de son travail, puis de l'auteur Léonide Andreïev et enfin du montage de la pièce Le Passé. Je terminerai l'émission en vous proposant quelques pistes pédagogiques à réaliser avant et après la représentation. Julien Gosselin s'est formé à l'École supérieure d'art dramatique de Lille, dirigée par Stuart Side. Avec 6 camarades, il forme le collectif Si vous pouviez lécher mon cœur en 2009 et met en scène Gêne 01 de Fausto Paravidino, Tristesse animale noire d'Anja Hilling, puis Les particules élémentaires d'après Michel Houellebecq. Viennent ensuite Je ne vous ai jamais aimé de Pascal Boisise, Le Père de Stéphanie Chaillot, et 2666, adapté du roman Fleuve de Roberto Bolaño. Après 1993 d'Aurélien Bélanger avec la promotion 43 du Théâtre national de Strasbourg, il revient à Avignon pour Joueur, Mao II, Les Noms, d'après Don DeLillo, qui lui inspire aussi Valiente Man, L'homme qui tombe, puis Le marteau et la faucille. En 2021, Julien Gosselin monte avec le groupe 45 du Théâtre national de Strasbourg une adaptation du Décalogue, d'après les scénarios de Christophe Kieslowski, et met en scène Le Passé à partir de textes de l'auteur russe Léonide Andreïev. Julien Gosselin et Si vous pouviez lécher mon cœur sont artistes associés au Phénix, scène nationale de Valenciennes, pôle européen de création, au Théâtre national de Strasbourg et au Théâtre Nanterre-Amandier. À partir de 2022, Julien Gosselin sera artiste associé à la Volksbühne de Berlin. Passionné de littérature, Julien Gosselin a principalement adapté des romans au théâtre. Dans ses mises en scène, la vidéo occupe une place très importante. Nous restons néanmoins au théâtre, précise-t-il. Je filme beaucoup dans mes pièces. Il y a un écran et on filme en live. Mais je n'ai pas du tout l'impression de faire du cinéma. En fait, l'énorme différence, c'est la question du présent. Les comédiens sont filmés maintenant. Le fait que ça ne soit pas déjà fini fait que ce n'est pas du cinéma. L'idée du théâtre comme un art du présent, comme un art vivant, me fait beaucoup de mal. Ce que je recherche, c'est d'être entre les deux. C'est pour ça que je filme les spectacles et que je ne fais pas vraiment du théâtre, disons, traditionnel, ni du cinéma. Le théâtre est le seul art où on peut travailler par juxtaposition des médiums. Il peut accueillir le cinéma, la musique, la pensée. Je suis parfois ébahie du nombre de possibilités que j'ai, justement parce que c'est un art qui n'est pas du tout littéral, un art où on peut constamment avoir une zone réflexive, intellectuelle et en même temps une zone physique. Lors des répétitions de son spectacle précédent, Joueur, Mao II, Les Noms, de Don DeLillo, Julien Gosselin dit qu'il avait eu un jour la vision d'une représentation, d'un classique, mettons La Mouette, et de la destruction de la représentation et des protagonistes après le spectacle de Trepleff, soit par des terroristes armés, soit par la disparition progressive des êtres costumés sur le plateau. Image née d'une colère contre le monde théâtral, contre l'académisme, contre l'attente supposée des spectateurs d'un monde qu'ils connaissent déjà, celui du répertoire. C'est quelques mois plus tard que Julien Gosselin appelle le traducteur André Markovitz, qui l'invite à lire les textes de Léonide Andreïev, auteur russe, 1871-1919, quand le metteur en scène lui dit qu'il cherchait pour la première fois un texte du passé. Je lui ai raconté cette histoire d'une petite société de l'aube du XXe siècle qui s'éteint. Je lui ai dit que je pensais aux Enfants du Soleil, de Gorky, mais que Gorky n'était pas pour moi, trop physique, trop dur. Ce que je voulais travailler, ce n'était plus un endroit de colère, mais un adieu. Que ces gens ne devaient plus mourir sous les balles de la Révolution, mais s'éteindre doucement sous le poids des éléments. Julien Gosselin pensait à ces phrases que l'on entend souvent. Les auteurs nous parlent aujourd'hui. Shakespeare est plus contemporain que quiconque. Or, dans sa note d'intention, il écrit « Je crois aujourd'hui qu'on montre des textes du passé, non pas tant pour leur résistance au temps, que pour leur distance avec nous. Nous voulons voir des êtres qui n'existent plus, qui ont disparu. Nous voulons entendre des langages que le temps a altérés. Nous voulons comprendre qui nous étions et voir les morts vivre à nouveau. » Alors, pourquoi Léonide Andreïev ?
parce que c'est un auteur impossible à comparer aux auteurs de son temps, tant il va chercher dans tous les registres, pièces de théâtre, nouvelles, œuvres symbolistes, tant il est radical aussi. Quand on lit Andreïev, on peut voir surgir de n'importe quelle scène, de n'importe quel dialogue, des phrases qui vous creusent un trou dans le cœur. Comme si la situation qu'il décrivait se dissolvait, comme s'il devait atteindre en quelques mots le point nodal de la souffrance de la beauté du monde. Le metteur en scène confie au sujet de sa lecture « Jamais je n'avais eu une telle impression de fraternité avec un auteur disparu depuis si longtemps. » Quant au traducteur André Markovits, il dit « J'ai traduit une dizaine de pièces d'Andreïev. Chacune est d'une violence extrême. Aucune n'est comparable à l'autre. Andreïev est non seulement un des écrivains les plus, je dirais, fanatiques de la littérature russe, cherchant toujours le plus noir, le plus terrible, ne connaissant aucune bienséance des relations humaines. Mais il est aussi un des grands découvreurs de formes. Ce qui le caractérise peut-être le mieux, c'est qu'il est trop naturaliste parfois, trop spiritualiste ailleurs ou en même temps, trop anarchiste, trop symboliste, trop désespéré, trop exalté, trop, que sais-je, trop. Léonid Andreïev, même si nous le connaissons peu, est un auteur russe dont l'œuvre est l'une des plus importantes du siècle passé. Il est né en 1871 à Oriol, au sud de Moscou. Il perd très tôt son père et devient avocat pour aider sa famille. Dans une nouvelle de jeunesse, il raconte sa désillusion quant à son projet de devenir un défenseur des opprimés. Lors de sa première plaidoirie, trahi par son client, il reçoit un pourboire pour avoir prouvé l'innocence de riches fraudeurs. Écœuré, il opte pour la chronique judiciaire et découvre ainsi sa vocation littéraire. À 17 ans, il avait lu Schopenhauer. Au cours de ses études, il se plonge dans l'œuvre de Nietzsche. Parmi ses livres préférés, on compte 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne et les œuvres d'Edgar Allan Poe. Marqué par une profonde mélancolie, il est prisonnier de l'alcool, des idées noires et d'obsessions suicidaires. Le traducteur André Markovits dit à ce sujet « Tout jeune adolescent, histoire de s'éprouver, il s'allonge sur les rails au passage d'un train, et cette folie n'est pas une folie, mais bien l'image de toute sa vie et de toute son œuvre, une recherche absolue des limites. » À 18 ans, Andreïev écrit dans son journal « Si je reste en vie, c'est que la vie a un sens. Si le train m'écrase, eh bien ce sera la volonté de la Providence. » L'écrivaine Linda Lay évoque également l'empreinte de cette mélancolie dans son œuvre. Ses premières nouvelles, parues en 1901, traduisaient cette hantise de la mort. Mais la noirceur de son univers exprimait si bien les angoisses de la fin du siècle et du nouveau millénaire que la Russie se reconnut dans ses cantiques du néant. Le succès ne le lâcha pas jusqu'en 1909, puis ce fut le déclin et l'oubli après sa mort en 1919. Les nouvelles les plus célèbres du Russe, la scène du viol dans Le Gouffre et celle du meurtre de la prostituée dans Le Brouillard, annoncent les terribles séquences sur les mêmes thèmes de deux films de Bergman, La Source et De la vie des marionnettes. Au début des années 1900, l'écrivain russe Maxime Gorki publie le premier recueil de nouvelles d'Andreïev. Il se lie d'une amitié très forte, mais se brouille en 1907. Gorki affirme « Léonid Nikolaïevitch Andreïev était talentueux de nature, organiquement talentueux. Son intuition était étonnamment fine. Pour tout ce qui touchait au côté sombre de la vie, aux contradictions de l'âme humaine, aux fermentations dans le domaine des instincts, il était d'une effrayante perspicacité. » Léonid Andreïev publie une centaine de nouvelles qui font scandale et suscitent la polémique. Il écrit une quarantaine de pièces de théâtre. André Markovits précise « Ces pièces, souvent traduites en allemand et en anglais dès leur publication, ont été jouées dans les plus grands théâtres de Russie, tant à Moscou qu'à Saint-Pétersbourg, par les plus grands metteurs en scène de leur temps, comme Stanislavski et Meyerhold, qui révolutionnent la scène en les montant. » Très vite, Andreïev acquiert une place à part entre les deux grands courants qui prédominaient en Russie à l'époque. D'une part, le réalisme, dont Gorki est le représentant le plus en vue, et d'autre part, le courant symboliste. Linda Lay nous rappelle l'influence de Nietzsche sur son œuvre. Âme révoltée, barbare mystique, génie teinté de démence,
Andreïev se jetait avec ardeur dans le désespoir, mais sa voix, puissante et douloureuse, retentit comme une prophétie pour des temps de détresse. L'étrange le dispute au tragique dans l'univers de ce diable d'homme qui semble s'être toujours souvenu du mot de Zarathustra, le héros de sa jeunesse. Il faut encore porter du chaos en soi pour pouvoir donner naissance à une étoile dansante. Léonid Andreïev fut militant anti-tsariste, puis anti-bolchevique. Il passe de longs moments en exil. Il acclame l'avènement de la République, mais le coup d'État bolchevique le fait émigrer à Kokala, en Finlande, où il meurt le 12 septembre 1919, à 48 ans d'un arrêt cardiaque, conséquence lointaine de complications nées de sa tentative de suicide de 1894. Après la mort de Staline, sa dépouille est transférée à Leningrad, dans l'allée des poètes. Il s'avère être un excellent observateur des noirceurs de l'âme humaine. À 20 ans, il écrit dans son journal « Je voudrais que les hommes blêmissent d'effroi en lisant mon livre, qu'il agisse sur eux comme un opium, comme un cauchemar, afin qu'il leur fasse perdre la raison, qu'on me maudisse, qu'on me haïsse, mais qu'on me lise et qu'on se tue. » Dans sa note d'intention, Julien Gosselin écrit « Je travaillerai plusieurs pièces. La pensée, le professeur Soritsyn, Vers les étoiles et Ekaterina Ivanovna. Une œuvre symboliste aussi extraordinaire qui s'appelle Requiem. Des nouvelles, Dans le brouillard et la résurrection des morts. » Après ces lectures de Léonid Andreïev, Julien Gosselin a donc procédé à un montage de différents textes et à une adaptation. Fidèle au caractère éclectique de l'écriture de Léonid Andreïev, il nous entraîne dans des voies différentes, voire contradictoires. Léonid Andreïev écrit un théâtre réaliste bourgeois à la lisière entre des formes à la Tchekhov ou à la Gorky et des formes qui relèvent plutôt du théâtre symboliste, ce qui est à ce moment-là très novateur. Il amène également des éléments qui appartiennent à un mouvement important en Russie à ce moment-là, le cosmisme. Je savais que si je voulais atteindre sa hauteur, il me fallait être au niveau de sa recherche. Non pas aplanir l'œuvre ou la rendre entendable, mais au contraire chercher un endroit bordélique, qui va un peu dans tous les sens, qui part constamment ailleurs, qui est tout le temps surprenant. C'est comme ça que la forme s'est constituée. Le texte central qui constitue la trame du spectacle est la pièce de théâtre Ekaterina Ivanovna, tragédie de l'amour brisé, qui relate le destin d'une femme injustement accusée d'adultère par son mari. Dans cette pièce, Julien Gosselin a effectué quelques coupes, notamment de rôles secondaires. Il y a juxtaposé Requiem, courte pièce symboliste, où les spectateurs deviennent des poupées de bois. Dans ce montage, il adapte également des nouvelles, L'abîme, dont la violence surgit à travers un viol collectif, mais aussi Dans le brouillard, évoquant le désir, la frustration et les pulsions d'un adolescent. Dans cette nouvelle, Andreïev traitait d'une soi-disant question maudite de l'intelligentsia russe, le problème sexuel. Enfin, la résurrection des morts, évoquant la fin de l'histoire humaine et l'annonce de la résurrection de tous les morts. Au plateau, nous sommes face à un laboratoire formel. Sur scène se côtoient le théâtre réaliste bourgeois, le vaudeville, le théâtre symboliste, la pantomime, le masque, la vidéo. Le début du spectacle met en scène Ekaterina Ivanovna, qui commence par la fuite du personnage éponyme, violenté par son mari. Puis, nous lisons littéralement sur un écran le dialogue projeté de la pièce Requiem entre différents personnages. Sa clarté, le peintre, le metteur en scène, le directeur du théâtre. Requiem est joué au micro, mais ce que nous voyons, c'est le texte. Les voix, transformées au vocodeur, ajoutent à l'étrangeté dans une dimension plutôt comique. Ensuite, Dans le brouillard nous projette dans un théâtre masqué, installant là encore une atmosphère à la fois inquiétante et comique. Le spectateur se trouve déstabilisé, et c'est précisément l'objectif de Julien Gosselin. Ce spectacle-là est né du désir d'éloigner la forme de celui qui la regarde. Par exemple, l'épisode masqué, qui est assez insaisissable par rapport à ce qui précède, provoque un trouble dans le public. Et c'était le but. Cet épisode masqué renvoie par ailleurs à toute une vague du théâtre allemand,
Au niveau esthétique, ce spectacle est à la fois un rejet et un hommage au théâtre européen de la fin du XXe siècle. Même s'il met en jeu des éléments hérités du XIXe siècle ou d'avant, c'est un salut aux maîtres que sont Frank Castorf et Christian Lupa et à un certain théâtre d'Europe de l'Est. L'abîme devient un monologue, entièrement joué par la comédienne Karine Goron. Lors de la résurrection des morts, nous assistons à des changements de décor à vue. Nous accédons aux coulisses grâce à la vidéo. La musique et le chant y occupent une place primordiale. Enfin, après l'entracte, nous revenons à Ekaterina Ivanovna. Nous comprenons que pour le metteur en scène, le théâtre n'est pas un espace de monstration du réel, mais un espace fantasmatique, face auquel il faut s'abstenir de tout jugement d'ordre moral. Julien Gosselin dit « Je multiplie les tentatives formelles, les formes de théâtralité pour questionner la représentation. Mettre en place une fluidité m'intéresse de moins en moins. J'ai besoin que les spectacles soient formellement constitués de problèmes. » Dans les ressources pédagogiques, vous trouverez un document vous suggérant des pistes de travail. Avant le spectacle, on pourra se pencher sur deux axes. D'une part, le présent, le passé, l'incarnation, et d'autre part, le monstre, la folie. Pour le premier axe, on réfléchira au fait que pour la première fois, Julien Gosselin se tourne vers un auteur du passé et qui plus est, un auteur de théâtre. On se demandera s'il s'agit véritablement d'une rupture. On interrogera le mélange des langages théâtraux, ceux du présent et ceux du passé. Quant à la question de l'incarnation, Ekaterina Ivanovna est bien un texte théâtral, pas un roman. Le rapport au langage se pose donc différemment, ainsi que la question du jeu des acteurs. On étudiera ce que dit Julien Gosselin quant à l'importance de l'incarnation dans cette création. Chez Andreïev, la grosse différence, c'est que tout passe par l'incarnation. D'un point de vue littéraire, très peu de dialogues ont un intérêt en tant que tel. Ce qui a un intérêt, c'est ce qui se cache sous le dialogue, le rapport psychologique qui va permettre à l'acteur de jouer. Pour la première fois, le cœur du spectacle a été l'incarnation. Et j'ai vraiment collaboré avec les acteurs sur la recherche de rôles, de personnages. Dans un second temps, on verra qu'Ekaterina Ivanovna est une pièce qui parle de la folie. Ekaterina est un personnage étrange, magnifiquement incarné par Victoria Kennel, laissant à la fois transparaître dans son jeu une fragilité et une force immense. Dans les Didascalies, Léonide Andreïev écrit souvent « Ekaterina Ivanovna a fait un mouvement incompréhensible. On pourrait croire à un oiseau ou à un oiseau mort, mais on ne sait pas ce que c'est. » Dans les pistes pédagogiques, dont vous trouverez le lien dans les ressources pédagogiques, je vous propose un rapprochement avec le personnage de Nora dans Une maison de poupée de Henrik Ibsen, afin de réfléchir à la question du patriarcat. Je vous suggère également la lecture du roman Le bal des folles de Victoria Mass. Elle permettra d'établir un parallèle avec l'étrangeté du personnage d'Ekaterina Ivanovna et l'une des expérimentations de Charcot, neurologue français à l'hôpital de la Salpêtrière. En contextualisant bien ces œuvres et celles de Léonide Andreïev, on pourra clairement distinguer la question du féminisme de celle de la violence du patriarcat, afin d'éviter tout contresens ou anachronisme. Enfin, pour faciliter la compréhension de la scène finale de Transe, on pourra inviter les élèves à effectuer une recherche sur le mythe de Salomé. Ekaterina Ivanovna se livre en effet à une danse des 7 voiles, sous le regard à la fois fasciné et effrayé d'une assistance presque exclusivement composée d'hommes, alternant entre hilarité, terreur et désir compulsif. Après le spectacle, pour réfléchir avec les élèves, je vous propose 2 pistes dans le document pédagogique. D'une part, un questionnement sur la place du spectateur et le dispositif scénographique. D'autre part, une réflexion sur les nœuds contradictoires évoqués par Julien Gosselin et sur le thème de l'enfermement. Pour ce premier axe, on partira de la réception des élèves quant à la position paradoxale qu'occupe le spectateur,
tiraillés entre ce qu'ils voient sur scène et à l'écran. La vidéo occupe en effet une place majeure dans le dispositif scénographique, médium nécessaire, selon Julien Gosselin, pour créer une tension entre le présent et le passé. Pour échanger sur le sens du spectacle, on pourrait partir d'un questionnement sur la notion d'enfermement, afin d'éclaircir les nœuds contradictoires qui traversent le passé. Ainsi, le paradoxe prédomine. Le spectacle est construit autour d'une série de nœuds contradictoires. Morale, subversion, distance, présence, intérieur, extérieur, vidéo, théâtre, passé, présent et surtout, vie, mort. Le document que je vous propose suggère des pistes quant au refus de l'enfermement dans une forme esthétique ou dans une temporalité, mais aussi quant à l'enfermement des personnages dans des codes, des normes sociales, des identités, des assignations, le tout lié au contexte de violence patriarcale qui provoque un rapport problématique au désir. Sur ce point, une recherche sur Eros et Thanatos pourra éclairer les élèves, notamment sur les pulsions de vie et de mort. J'espère que cette minute pédagogique vous aura donné des pistes pour travailler et échanger avec vos élèves. Vous trouverez dans les références pédagogiques un document vous proposant des pistes à travailler avant et après le spectacle, des titres de textes de Léonide Andreïev, un dossier pédagogique du théâtre de l'Odéon, des liens divers vers des sites, des émissions radiophoniques et des articles qui pourront éclairer la réception, et enfin, un portrait de Léonide Andreïev par le peintre Ilya Repin. Nous tenons à remercier la médiathèque de Valenciennes pour son accueil dans cette magnifique salle des Jésuites. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à bientôt pour une nouvelle minute pédagogique.